Mesdames, Messieurs, les cadres du ministère en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, au nom de la présidente du conseil d'administration de Social Watch empêchée, je voudrais vous dire merci d'avoir accepté d'associer Social Watch à cette activité de sensibilisation du personnel de votre ministère sur le code des valeurs d'éthique et de la fonction publique. La dimension sociale de la mise en œuvre de la redevabilité fait référence aux dispositions innovantes nécessaires qu'il faut mettre en place pour faire participer les citoyens aux activités d'évaluation, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi politique des plans et programmes et budgets de l'État. L'exercice de cette responsabilité relève d'une approche fondée sur l'engagement civique par lequel les populations et ou les groupes de la société civile demandent des redditions des comptes aux agents publics. Ainsi, la société civile constitue un maillon important pour l'amélioration du système national d'intégrité, toute chose indispensable pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable. Mesdames et Messieurs, plusieurs étapes ont été franchies dans ce processus d'amélioration du système national d'intégrité, notamment l'évaluation du système national d'intégrité, la vulgarisation du plan d'action, la mise en œuvre du plan d'action au niveau sectoriel, l'appui à l'élaboration des plans d'action sectoriels en termes de formation, à l'élaboration et d'appui conseil pour rendre plus pertinents ces plans d'action, le suivi, évaluation et mesures correctives se référant au plan de mai 2018, la création d'un cadre de dialogue pour la mise en œuvre des actions des plans sectoriels. Le chemin est plus ou moins long et Social Watch Bénin, en tant que point focal de Transparency International, fait un effort considérable grâce au programme Redevabilité pour apporter sa contribution à l'amélioration du système national d'intégrité par des actions hardies d'évaluation, d'appui ou d'assistance en vue de l'atteinte des résultats liés à la promotion de l'intégrité et la lutte contre la corruption et l'impunité. Ainsi, Social Watch Bénin s'associe pleinement à la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation en 2016 du système national d'intégrité au niveau de l'ensemble des 13 piliers. En partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, Social Watch Bénin a réalisé plusieurs actions pour jouer sa partition. À titre d'illustration, une journée d'échange entre Social Watch et les acteurs des ministères sectoriels sur les plans d'action du système national d'intégrité et l'exécution du projet inscrit au PIP 2018 a été organisée en septembre dernier. Un cadre de dialogue permanent a été institué entre la société civile et les ministères concernés pour faciliter la veille citoyenne et asseoir ainsi la transparence et la redevabilité dans les politiques publiques. La présente séance est organisée en ce jour pour sensibiliser le personnel du ministère du cadre de vie et du développement durable sur le code d'éthique et des valeurs constitue un exemple parmi tant d'autres pour appuyer cet important ministère sectoriel à réaliser les activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action SNI
système national d'intégrité au titre de l'année 2018. Cette activité vient renforcer l'engagement de tous les acteurs pour améliorer le système national d'intégrité dans notre pays. Je voudrais prier tous les participants à accorder une attention soutenue à tous les thèmes qui seront accordés, qui seront développés pour leur propre intérêt et pour l'intérêt général du progrès social de notre pays. Vive le système national d'intégrité. Vive le ministère du cadre de vie et du développement durable. Vive Social Watch Bénin. Je vous remercie. Le rapport assorti de recommandations a été publié et mis à la disposition des acteurs et du public. L'une des conclusions de ce rapport, en ce qui concerne l'administration publique, révèle que l'intégrité de l'administration publique béninoise se situe au niveau assez faible et que les valeurs de transparence et de redevabilité sont atténuées par une forte politisation et d'absence d'éthique. Les autorités ayant pris la mesure du phénomène ont entrepris des actions dans le but d'améliorer la situation. Ainsi, il a été pris l'arrêté interministériel numéro 1108/MEF/MPD/MJL/DC/IGF portant création, attribution, composition et fonctionnement des organes de mise en œuvre du plan d'action de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption. Cet arrêté désigne les secrétaires généraux des ministères comme points focaux de mise en œuvre des plans d'action sectoriels du système national d'intégrité. À cette fin, un plan d'action du système national d'intégrité du secteur du cadre de vie et du développement durable qui est le nôtre a été élaboré et mis en cohérence avec ceux des autres ministères. Un comité interministériel présidé par le directeur de cabinet du ministère en charge des Finances a été mis en place pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre des plans d'action. Dans ce cadre, notre ministère a été invité courant septembre au ministère des Finances pour faire le point de la mise en œuvre de son plan d'action du système national d'intégration, de même que d'autres ministères. À l'occasion, les résultats ne sont pas très reluisants. De plus, point n'est besoin de rappeler que la dynamisation et à la modernisation de l'administration publique est une action prioritaire du programme d'action du gouvernement 2016-2021, notamment en son axe 2 du premier pilier qui prévoit de consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. C'est pourquoi il s'avère impérieux que chaque agent des services publics s'approprie à nouveau les règles, principes et valeurs exigibles de l'administration publique afin de se prémunir contre les situations malencontreuses qui pourraient survenir pour mettre en mal son emploi, voire sa situation sociale. À cet effet, j'exhorte chacun de nous à une bonne écoute et à un partage fructueux sur les valeurs et l'éthique nécessaires à une bonne performance dans les services publics en général et au ministère du cadre de vie et du développement durable en particulier. Sur ce, je déclare ouverte cette séance de sensibilisation et d'appropriation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Je vous remercie. Modifiant et complétant la loi 2015-18 du 1er septembre 2018 portant statut général de la fonction publique, l'agent public se doit de se prémunir contre le licenciement. En effet, l'article 383 nouveau dispose que tout agent faisant partie des personnels de la fonction publique peut être licencié ou révoqué. La violation ou l'inobservance des formalités préalables ainsi que des règles de procédure ne rend pas le licenciement ou la révocation abusif
dans le fond. Je dis bien, c'est la loi 2018-35 du 5 octobre 2018, modifiant et complétant la loi 2015-18 du 1er septembre 2018 portant, 2017 du moins, portant statut général de la fonction publique. Le cas échéant, toujours le même article continue pour dire le cas échéant, ou peut-être ce serait fait de manière peut-être qu'on qualifie donc d'arbitraire, il dit le cas échéant, la juridiction administrative accorde à l'agent concerné une indemnité pour sanctionner l'inobservance de ces règles sans que le montant de cette indemnité ne puisse excéder 2 mois de salaire brut. L'indemnité n'est due qu'à compter d'1 an de travail effectif, ce qui veut dire que bon, c'est quelqu'un qui a déjà fait au moins plus d'1 an dans la fonction publique. Ainsi, telle la locution latine qui dit « dura lex, sed lex », dure est la loi, mais c'est la loi. Que nous soyons d'accord ou pas, nous sommes obligés de respecter la loi ou de la subir au détriment du bien-être de notre famille. C'est pourquoi il s'avère nécessaire que nous nous investissions à connaître davantage la loi qui régit notre emploi afin de nous mettre à l'abri de ses revers. C'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons en organisant la présente séance de sensibilisation et d'appropriation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Alors, fondement et objectif du Code. On peut déjà noter que dans l'article 16 de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017, portant statut général de la fonction publique, en son alinéa 2 dispose que les personnels de la fonction publique sont également soumis aux dispositions du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique adopté par décret pris en Conseil des ministres. Le Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique, dont nous avons l'exemplaire, qui sera distribué tout à l'heure, est adopté par décret numéro 2008-813 du 31 décembre 2008, après validation par le Comité de coordination de la réforme administrative et la Commission nationale consultative de la réforme administrative. Les agents publics exercent un fort pouvoir. Ça, au plan normatif, on peut voir le fondement au plan normatif, donc de la nature même de notre emploi, qu'est la fonction publique, dans la fonction publique. Donc, les agents publics exercent un fort pouvoir discrétionnaire dans tous les domaines de la vie publique, qu'il s'agisse de l'offre des services publics, de la gestion des ressources publiques, des rapports avec les citoyens ou de l'influence des dits agents lors de l'élaboration de la politique gouvernementale. Afin d'éviter une utilisation arbitraire de tous ces pouvoirs concentrés dans les mains de l'agent public, le Code des valeurs et d'éthique intervient comme un contrepoids et un élément régulateur de la qualité de la gouvernance. Ainsi, le Code est un élément régulateur de la qualité de la gouvernance. Ainsi, le Code permet de guider et de soutenir les agents publics dans toutes les activités liées à l'exercice de leur emploi. Il permet de donner et d'élever le niveau de confiance du citoyen ou de l'usage dans le respect par l'administration des principes cardinaux qui fondent l'action publique dans un état de droit et de démocratie libérale. Alors, ce passage que je viens de lire figure dans le Code à l'article 2. Et comme ça sera distribué, chacun aura encore le temps donc de bien lire. Et maintenant, la structure et le contenu du Code. Le Code est constitué de 5 chapitres comportant au total 20 articles. À la fin, il est prévu un formulaire d'engagement, non à la fin du Code, il est prévu un formulaire d'engagement de l'agent public que ce dernier devra remplir, signer et dater. Le chapitre 1er traite des définitions, des objectifs et du champ d'application du Code. Le chapitre 2 énonce les principes régissant le service public. Le chapitre 3 définit les valeurs de la fonction publique. Le chapitre 4 énonce les valeurs et règles de conduite de l'agent public. Et enfin, le chapitre 5 définit les conditions d'application du Code.
en fait, les principes régissant la fonction publique, au nombre de 4, en général, nous allons citer. Il y a le principe de l'égalité des citoyens et des usagers, ce qui veut dire que le traitement sera fait sans discrimination par rapport à la religion, l'appartenance politique, ethnique ou familiale et au sexe. Le principe de neutralité du service public, qui exige l'impartialité dans l'exercice de la fonction publique. Le principe du respect de la légalité, qui nous impose que toute décision de service public doit être prise conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Et le quatrième et dernier principe, qui est le principe de la continuité du service public, et qui nous recommande qu'aux heures réglementaires, toutes les dispositions doivent être prises pour que le service public soit assuré de manière continue. En fait, ces 4 principes sont plus détaillés dans le document. Nous avons juste extrait quelques passages pour synthétiser le contenu. Les meilleures conditions de proximité doivent être créées par l'administration pour favoriser l'accès aux usagers et aux populations en général. La valeur de participation, de délégation et de gestion des conflits. Cela dispose que l'administration doit fonctionner sur la base d'une gestion participative, par la délégation donc, des pouvoirs et des charges administratives par les autorités pour mieux permettre donc, l'intégration et la participation au service public. Il y a l'article 15 qui détaille donc les valeurs liées à l'éthique, clairement détaillées dans le document. Nous n'allons pas, puisque chacun a le document, nous n'allons pas perdre le temps. Et enfin, l'article 16 qui définit les valeurs liées aux personnes. Donc le respect de la personne humaine de chacun de nous, le respect donc du domaine privé de chaque agent public, tout ça là c'est prescrit dedans. Donc voilà le contenu en général et la constitution donc de cette charte qu'il nous est recommandé donc de signer, de prendre un engagement de respecter. Et si nous le faisons, nous ne le ferons pas pour, je crois, les autres, nous le ferons pour nous-mêmes. De plus en plus, nous constatons que l'administration publique est de plus en plus corsée, de plus en plus rigoureuse. Et puisque nous savons, nous sommes parmi nous et nous faisons moins d'efforts, nous savons que nous faisons moins d'efforts pour nous entraider à ce que chacun puisse accomplir délicatement et dignement sa mission. Nous savons. Donc nous avons plus d'efforts à faire dans ce sens pour nous entraider à ce que chacun puisse accomplir dignement sa fonction. Sinon, je crois que personne ne se réjouirait de ce que son collègue ait de problèmes et qu'il soit licencié ou ceci. Je crois que personne n'a intérêt à ce qu'il en soit comme ça. Donc il faudrait que nous puissions, entre nous, donc, nous approprier ces valeurs et que nous puissions de plus en plus nous mettre à l'abri des revers de la loi qui nous régissent. Et je crois que dans la même dynamique, il y a qu'au niveau du gouvernement, plusieurs décrets sont pris. Et notamment, il y a un décret qui réorganise l'audit et l'inspection dans l'administration publique. Et là, il est prescrit clairement que les inspecteurs généraux des ministères doivent obligatoirement faire donc l'audit trimestriel et rendre compte. Et 2 organes sont créés. Il y a une commission de maîtrise des risques dirigée sous la direction donc, du secrétaire général du ministère. Et il y a maintenant le comité d'audit dont la présidence, c'est-à-dire la présidence de ce comité, n'est pas dirigée par les agents du ministère, mais dirigée par des inspecteurs nommés donc,
du plus haut niveau. C'est une information de plus, ce qui veut dire que le gouvernement est en train de jouer sa partition. Et si nous restons dans l'ignorance de cette disposition, c'est que nous risquons d'en être victimes. C'est pour ça que cette séance nous paraît très importante pour que nous puissions prendre ça au sérieux, que nous puissions multiplier aussi des rencontres du genre pour pouvoir renforcer notre propre capacité dans le domaine donc, de notre tâche quotidienne que sont les services publics. Donc, en conclusion, nous pouvons nous convaincre de ce que la dynamisation et la modernisation de l'administration publique est une action prioritaire du programme d'action du gouvernement et qu'il conviendrait que chaque agent public prenne au sérieux pour le progrès et le bien-être du peuple béninois. Il y va de l'intérêt de nous tous. Je vous remercie. Je crois qu'on pourrait ouvrir une liste d'intervenants parce que notre séance, c'est une séance d'échange pour mieux maîtriser les principes et règles contenus dans le code d'éthique. Donc la liste est ouverte. Là, je voudrais revenir sur les principes que vous avez énumérés. Les principes de transparence. Vous demandez concrètement quel le principe de transparence est de l'agent public, que ce principe est à la charge de l'agent public que ce principe est dicté. Il doit respecter les valeurs de transparence. Mais s'il les enfreint, parce que quand on dit transparence, c'est un fourre-tout, ce n'est pas tangible. Comment on peut savoir qu'on est en train d'enfreindre un principe de transparence et quelles sont les sanctions que cela peut engendrer? Cela nous interpelle énormément. Et aussi profiter pour dire l'autorité devrait constater que sans l'appui syndical, il n'y aura pas une mobilisation aussi forte et que cela doit démontrer que le personnel est un peu démotivé, où le personnel n'est pas du tout présent pour le moment, pour ces vulgarisations. Et je souhaiterais que cela soit réitéré. Parce que pour le moment, pour l'heure, il faut aussi noter que tout le monde a la tête à comment bien passer le moment de fête. Et nous invitons l'autorité à reconnaître que c'est grâce à la mobilisation syndicale que la marche a été remplie. Je vous remercie. Il y a 4 points qui indiquent comment le code doit être appliqué. Je voudrais que l'exposant revienne là-dessus et nous donne les mesures de sanction si ça n'a pas été appliqué dans la mesure du code. Donc 2 mois de salaire moyen pour compenser la manière arbitraire dont c'est fait. C'est ça. Maintenant, en ce qui concerne l'indemnité même, c'est à l'article, je crois, 395 nouveau, pour la fixation du montant, le salaire à prendre en considération est le salaire brut moyen des 12 mois d'activité précédant la décision de licenciement. Ça, c'est la condition. Maintenant, l'article 394 nouveau dit ceci. Tout licenciement ou révocation abusive ouvre droit à une indemnisation. Le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la preuve des éléments qui justifient l'existence et l'étendue du préjudice. Toutefois, le montant de la réparation ne peut être inférieur à 3 mois de salaire brut ni excéder 9 mois. C'est ça donc l'indemnisation. Donc, quelle que soit la cause et la manière dont vous avez été licencié, votre maximum de votre indemnisation, c'est 9 mois de salaire que vous percevez. Et ce salaire, pour son calcul, c'est sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de vos salaires. C'est ça, en fait, les 3, donc les articles nouveaux qui sont dans
annuellement. Donc, c'est ça la clarification. Et concernant la transparence, le collègue demandait, voulait savoir, je crois, comment peut-on mesurer cette transparence? Ou bien quand l'agent ne respecte pas ça, c'est quelle sanction? En fait, comme je l'avais dit, c'était pas ça? Non, c'est pas vous, c'est pas vous. Ce n'est pas la question de M. Acrombessi. C'est la question du premier jour. En fait, on avait le code est un instrument qui ressort de la loi portant statut général de la fonction publique. Et cette loi, en réalité, que nous appliquons très peu, prévoit toutes les sanctions. Il y a sanctions du premier degré et sanctions du deuxième degré. Et c'est dans les sanctions du deuxième degré qu'il y a jusqu'à licenciement avec ou sans droit. C'était prévu même dans l'ancien statut général de la fonction publique de 86, c'était même dedans, comme ça. Donc les sanctions du deuxième degré là, c'est dedans qu'il y a le licenciement avec ou sans droit. Et voyez, donc la transparence dont on parle, je crois que quand vous prenez le code, ils ont clarifié les transparences. Et même quand on parle donc de droit de réserve d'information, c'est bien clarifié dans le code où les informations, c'est pourquoi il est dit que si le demandeur respecte les procédures en la matière, puisque l'administration étant publique, tout citoyen a droit aux informations pourvu que ces informations que vous voulez livrer respectent les procédures prescrites en la matière. Et d'autre part, il faut que ces informations préservent l'intégrité. C'est pourquoi on a cité dedans, par exemple, des informations. C'est clairement cité, par exemple, liées au secret d'État, c'est-à-dire la défense. Il y a des informations là qu'il ne faut pas citer, qu'on ne peut pas livrer sans autorisation du ministre. Tout ça là, c'est dedans. Et quand nous prenons tous ces tests-là, c'est clairement prescrit dedans. Même les transparences, les informations à donner, tout ça là, ils ont prescrit. C'est dedans. Dans le code qu'on vient donc de décrire, les conditions dans lesquelles. Dans le code, il est même dit les conditions, il est rappelé l'article donc de la Constitution qui donne droit à l'agent public de pouvoir décliner même un ordre de hiérarchie si cela ne respecte pas certains critères. C'est encore clairement décrit dedans. Cependant, il y a des cas où vous devez obtempérer, même si votre supérieur hiérarchique est en erreur. Mais vous, on vous donne aussi l'obligation de produire un document technique qui clarifie, qui aide le supérieur hiérarchique. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes en porte-à-faux avec, ou bien vous tombez à défaut de la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, tout cela, c'est clairement dit dedans. Et en lisant, nous allons connaître mieux, nous allons mieux nous situer dans les réponses que nous allons donner. Et là, si par exemple, je suppose que moi, je suis technicien, ce qu'on me demande de faire là, je sais que ce n'est pas bien, ce n'est pas dans l'intérêt général. Si mon patron, je suppose le SGM qui est là, m'instruit de faire, et je suis convaincu que ça peut-être pourra me rattraper demain, je vais dire de me réquisitionner. Il doit pouvoir prendre un acte écrit pour assumer, puisqu'il est aussi dit dedans que le supérieur hiérarchique qui vous recommande quelque chose, il ne peut pas nier aussi sa responsabilité, vous voyez, dans l'accomplissement de l'acte et se rejeter sur son subalterne, sur son agent, sur son collaborateur. Non. Tout cela, c'est prescrit encore dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, dès lors que nous allons faire de ça là, c'est notre instrument de travail. Nous, notre instrument de travail surtout, c'est le statut général et le code. Si nous respectons ça, je crois que nous n'aurons pas maille à partir, nous allons éviter beaucoup de problèmes. Oui, oui, madame. En matière de sanctions, le Code, en son article 19, dit « Tout manquement au Code est sanctionné conformément
aux dispositions des statuts régissant l'agent public ou de tout autre texte applicable. Voilà. Je voudrais ajouter ça. Donc tout est prévu en réalité et nous avons l'obligation de nous approprier les textes qui nous régissent. Il y a maintenant le chapitre 5 qui dispose des conditions d'application. Le collègue voulait savoir les instruments de contrôle de la non-application et les sanctions applicables. Comme nous l'avons dit, d'abord, dans tout ce que vous faites dans l'administration publique, d'ailleurs ça commence par la demande d'explication, peut-être orale ou écrite, avec blâme et ainsi de suite, à inscrire à votre dossier ou pas, selon la gravité donc, de ce que vous avez commis comme infraction. Et donc, par rapport aux conditions de mise en œuvre, chaque agent est invité à appliquer donc, les valeurs et l'éthique nécessaire qui incombent à son service. Et, comme Madame vient de le lire, en application, si vous tombez ou pas, la transparence, bon, je ne parle pas de la transparence, les conditions de mise en œuvre du code, déjà nous avons le statut général de l'agent public. Et, par exemple, un exemple qu'on n'applique pas est que les dispositions sont en train d'être prises pour que ça s'applique désormais. Je crois que, tout dernièrement, la direction, le DAF, a fait circuler, a demandé à tout personnel à reconstituer le dossier de chaque agent pour faire le. Et les évaluations, les fiches d'évaluation ont été prescrites clairement dans cette loi que du 15 septembre au 15 octobre, chaque administration publique doit procéder à l'évaluation et à la notation des agents. Mais les dispositions sont en train d'être prises par les autorités pour que ça s'applique désormais. Et l'évaluation, les conditions dans lesquelles l'évaluation sera faite, le droit de l'agent à contester ou pas et les manières de contester, tout ça là est prescrit dans la loi. Dans cette loi, donc portant statut général de la fonction publique. Tout est prescrit dedans. Ce qui veut dire que davantage, avec bien sûr les représentants des syndicats, il faut que nous puissions faire davantage cet effort de nous approprier de nos droits pour mieux revendiquer, de nos devoirs pour mieux revendiquer nos droits. Là, je crois en parlant, on serait en train de parler au moins avec assurance et avec conviction. Et ce n'est qu'avec conviction qu'on pourra aussi mieux convaincre les autorités. Parce que les autorités sont là, pas parce qu'ils connaissent tout, non. Mais nous sommes là pour les aider à mieux faire et c'est dit clairement dans le code. Agents techniques, nous sommes là pour les aider à mieux faire et à mieux rendre le service public. C'est notre devoir. Si nous le faisons, je crois que nous serons en droit de revendiquer aussi. Et puisque c'est de la production, ça fait partie de la production ne sont pas que matérielle ni financière, il y a la production donc intellectuelle, la production au plan comportemental, où on nous invite donc à changer de comportement. Et je crois qu'on a répondu aux questions et nous allons, chacun en ce qui nous concerne, s'il n'y a pas d'autres questions de clarification, nous allons, chacun en ce qui nous concerne, puisque nous avons le code désormais, nous allons à chaque fois prêter un de nos temps morts pour lire et relire. Nous retrouver encore peut-être en petit groupe pour débattre. Ça nous permettra de nous renforcer nos propres capacités et de mieux maîtriser donc l'outil. Article 14, les valeurs professionnelles. On dit que les agents publics doivent veiller à la gestion adéquate, efficace et efficiente des deniers publics. Je prends cette partie. Si je rattache cette partie à l'ancien régime, ma préoccupation va directement à Madame la représentante du sociologue.
Vous savez bien ce régime qui a signé, non, le ministre de la fonction publique a signé ce document. Surtout ce régime, nous ne faisons pas le procès de quelqu'un. Vous savez bien ce que ce régime a fait ici dans ce pays avec je prends l'exemple des véhicules administratifs. Il n'est pas rare de retrouver ces véhicules administratifs en plein week-end ou dans les cérémonies, à des endroits qui ne sont pas vraiment mieux indiqués pour le service public. Je me demande rapidement, en tant que société civile sociologue, qu'est-ce que vous avez pu faire en ce temps? Aujourd'hui, je dois aussi vous demander où en sommes-nous avec ce désordre qui cela continuait. Qu'est-ce que vous pensez faire ou bien qu'est-ce que vous avez déjà fait dans ce secteur-là? Est-ce que ces deniers publics, notamment les véhicules de l'État, continuent d'être utilisés de manière abusive? Beaucoup de lois sont votées, voilà. Beaucoup de lois sont votées dans notre pays, mais l'application fait défaut. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, Sociologie est en train d'organiser cette sensibilisation au niveau de tous les ministères. Parce que je pense que la loi a commencé par frapper. Et pour qu'on n'ait pas de problème, Sociologie s'est engagé dans ce processus pour que chaque agent public sache quel comportement avoir pour ne pas se créer de problèmes ou créer de problèmes dans son ministère. Et de l'autre côté, avant, au cours de l'ancien gouvernement, Sociologue n'a pas cessé de dénoncer. Nous dénonçons, et si l'État qui doit agir n'agit pas, qu'est-ce que nous pourrions faire? Rien. Mais actuellement, je pense que les choses ont commencé par changer et nous devons vivre avec le changement. Il y avait une question concernant l'article 15, concernant l'article 11, pour la sanction de celui qui ne respecterait pas. En fait, vous voyez, c'est parce que si par exemple je suis un usager, j'écris normalement pour demander une information. C'est aller, je suis venu déposer, j'ai fait le suivi, c'est aller jusqu'à une direction technique, peut-être à un service technique, et qui ne répond pas. J'ai le droit de saisir son autorité, c'est ça, je saisis son autorité supérieure. Si celui-ci ne répond pas, je saisis le ministre. Si celui-ci ne répond pas, puisqu'en fait, si lui, pour donner l'information, il voit que c'est une information sensible, il est obligé de faire une fiche à son ministre pour demander, pour dire si, voilà, il fait le fiche pour dire, bon, est-il donné cette information, quels sont les usages possibles qui peuvent être en fait. Il peut de son propre gré d'abord inviter le demandeur de l'information, lui demander pour enquête, voir un peu quels sont les mobiles, tout ça qu'il a fait. Et c'est sur cette base qu'il fait une fiche à son ministre. Sur l'autorisation du ministre, lui, il agit. Mais s'il ne faisait pas ça, c'est qu'en son temps, le ministre l'interpelle de ce refus de rendre un service public. C'est le droit à un service public. C'est en réalité le principe de fonctionnement de l'administration publique. Et si nous maîtrisons vraiment ça, même nos proches, nos parents, nous devons mieux l'appliquer. Et je crois qu'on est en train d'aller là parce que le sérieux qu'on est en train d'amener dans l'administration publique va nous obliger à toujours savoir mieux faire. Et sinon, c'est pourquoi, autant que nous sommes ici, si ce n'est pas dans notre ministère, même dans notre ministère, tu as affaire à un autre service, peut-être il ne te répond pas comme ça. On sait ça, mais il faut qu'on passe. Si c'est dans notre, on est obligé de chercher, je connais qui là-bas, sur qui je peux passer pour mieux avoir le service dont j'ai droit. Ce n'est pas bon, nous le savons tous. Donc, et comme tous nous sommes embarqués dans cette pratique entre-temps, nous faisons fi de ça. Mais de plus en plus, il faut que, puisqu'on ne sait pas d'où va venir le massue un jour pour tomber sur nous. C'est à ça que nous invitons et c'est à ça que nous allons à chaque fois nous former pour mieux rendre le service public pour notre propre sécurité sociale. Je vous remercie. Merci sincèrement d'avoir consacré notre temps précieux pour cette séance de sensibilisation sur le système national d'intégrité.
Au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, je déclare clos les travaux de la séance de sensibilisation et je nous souhaite bonne, heureuse année 2019 et bonne fête. Je rassure le secrétaire général du MPNA que l'administration fera tout pour que la fête soit belle. Merci.